Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Merci à Emmanuel, merci à Belgodor, merci à Luzon. Je suis avec les DG Gauthier Seye, Inétique News, un grand média en ligne. Gauthier Seye est très adulé par le public quinois et également au niveau de la diaspora. Nous allons parler de ce qui se passe actuellement au niveau de la République démocratique du Congo. C'est vrai, les dossiers Martin Bakole qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, mais encore un autre élément dans ces dossiers, les déclarations, soit la déclaration du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a dit que ces fonds ont été décaissés sur base d'une pression des réseaux sociaux, une pression médiatique, il a affirmé. En écoutant les ministres, moi j'ai senti un aveu, mais comme un politicien, il a voulu essayer un peu de les maquiller. On en parle avec Gauthier Seye, on reviendra également sur la situation de l'Est, parce que là c'est une obligation. Nos frères et sœurs décèdent matin, midi, soir, mais on ne sent pas une solution proche. On sent qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de trahison. Nous allons parler de ça également. Le processus d'enrôlement, ça continue. La CENI continue d'avancer les chiffres, selon les chiffres avancés par la CENI, et ça marche mieux. Les nombres d'enrôlés continuent d'augmenter. Avec Gauthier Seye, nous allons nous atteler là-dessus. Gauthier Seye, en forme? Très en forme, Dieu fait grâce, malgré les différentes difficultés de gestion du pays, l'insalubrité, nous vivons dans la saleté, de temps en temps nous sommes frappés par des petites fièvres, la typhoïde, la grippe, tout ça, la poussière, c'est partout, parce qu'on considère que le Congo est un grand chantier, et rien n'est fait, et on continue à vivre dans la poussière, mais Dieu nous garde, Dieu protège ses enfants, et on est en vie. Je ne sais pas si je dois vous poser la question sur votre dossier à la justice. Je ne sais pas si ça continue toujours avec Simon Fouti ou bien vous posez sur Ngobila. Mais Gauthier Seye, on dit que Uluka Makambouza, Gauthier Seye est trop taquin, trop d'attaques. Pourquoi est-ce que les gens vous prennent dans Anglewana? Tout simplement, parce que ce sont des ennemis de la vérité. C'est parce qu'ils n'aiment pas de vérité. Ils n'aiment pas entendre la vérité, et tout ce que je dis c'est la vérité. Et la preuve, Dieu est toujours de côté de la vérité. Malgré tout ce que j'ai subi comme pression, comme injustice, Dieu ne cesse toujours de me protéger. J'ai été enlevé, on pouvait me faire du mal. J'ai été relaxé vers 1h30, quelque chose comme ça. Et plusieurs fois des plaintes au niveau de la justice. Et des fois, ces juges-là, qui sont membres des bureaux, qui jugent mon affaire, souvent ils suivent, ils sont conscients de ce qu'on dit et ils pensent que le Congo doit évoluer comme ça. Et ceux qui pensent que Gauthier est taquin, ceux qui pensent que Gauthier est problématique, et provocateur, ce sont, n'est-ce pas, ceux qui se retrouvent auprès de ces gestionnaires, de ces dirigeants qui volent des millions et des millions de dollars et ils ne vivent que des miettes. Et on leur donne un peu de miettes et à cause de ces miettes-là, il faut satisfaire les donneurs des miettes. Il faut passer à la télé, s'attaquer à Gauthier, l'insulter. Et pourtant, ce que je fais, c'est pour une cause noble et c'est pour ces grands pays et pour ces grands peuples qui est en train de qui boit du noir matin, midi, soir. Merci beaucoup Gauthier Seye. Là, c'était également des précisions pour tous ceux qui accusent Gauthier Seye d'être de chercher des problèmes, de chercher des poux, même sur les têtes des chauves. Gauthier, là, il n'est dit que des vérités comme tout professionnel. Mais Gauthier Seye, on prend l'actualité qui reste dominée ce matin par les propos du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Pour moi, je considère que c'est un aveu. Les décaissements, il a dit ça, c'est assez passé de manière urgente. Il a dit que c'était sous pression médiatique, sous pression des réseaux sociaux. Mais donc, estime que comment un ministre de surcroît, un ministre au niveau national, peut agir sur base des pressions. Ceci me pousse à réfléchir à haute voix en disant: ce régime nous a tellement griffé des experts. Oui. Et j'aurais entendu que c'est un expert Banque mondiale, nous a brandi ici l'expert Denika Dima, la CENI, et ces experts ne font que décevoir la population. Ces experts de l'Union sacrée ne font que décevoir. Et les pauvres également.
Voilà ce professeur-là. Ce professeur qui a roulé toute une nation. Et c'est éminent constitutionnaliste. Non, mais il se faisait par ses points d'éminent constitutionnaliste. Il a été même adopté dans les combats par les journalistes engagés, qui publiaient, qui relayaient ses écrits gratuitement. Aujourd'hui, là-dessus, tout le monde. Et ces gens-là qui l'ont accompagné, ils sont traités aujourd'hui de jaloux par Mbata. J'ai l'impression que ce régime ne fait que décevoir. Nicolas Kazadi, comme vous venez de le dire, effectivement, c'est un aveu. Pour Nicolas Kazadi, effectivement, c'est Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi vient ici d'informer à l'opinion nationale et internationale qu'en République démocratique du Congo, c'est la rue qui dirige. Oh. Oui, mais attendez. Donc Nicolas vient d'informer l'opinion internationale. C'est la rue qui dirige. Effectivement. Mais c'est la base, on n'a pas d'élite. On dit ça à l'UDPS. C'est la base qui dérange. Vous êtes ministre des Finances. Une structure purement technique. Il y a des normes, des principes pour les décaissements. Il y a des lois de finances. Exactement. Nicolas Kazadi n'a pas vu tout ça. Et il vous dit, il a cédé à cause de la clamère. Il a vu que des tweets. Quelle clamère? Tweet des gens. Pour une question privée. Ce n'est pas une équipe de boxe nationale. Il s'agit d'un individu privé qui fait ses affaires. Parce que ces combats-là, après ces combats, il gagne son argent propre à lui. Cet argent, il n'y a pas de trophées au nom du Congo. Il n'y a pas de fonds pour les trésors de l'État. Il n'y a pas de redevances. C'est une affaire privée, une affaire personnelle. Et s'il pouvait avoir le soutien du gouvernement, c'est qui est normal comme tout citoyen qui est en train, n'est-ce pas, d'hisser haut les drapeaux de la République sur d'autres cieux. Mais ce n'est pas une obligation. Et quand il faut parler d'urgence, payer en termes d'urgence. Parce qu'il y avait une note de la Fédération des boxe de Londres qui menaçait les joueurs et plutôt les boxeurs d'être en retard ou de perdre son combat par forfait. Il n'y a pas eu de documents comme ça. Les ministères des Sports. Le ministère des Sports fait un document bidon. Oh, un document bidon. Un document bidon. S'il vous plaît. Je dis bien un document bidon libellé fonds pour préparation. Et quelle préparation? Et il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas de ventilation. Il n'y a rien. Dit 100 000 dollars. C'est tout. Et normalement, pour un pays sérieux, qui a un gouvernement sérieux avec des structures techniques, ces demandes-là devaient passer par la fédération des boxe ou par les comités olympiques. Et les comités olympiques ou la fédération des boxe devaient entrer en contact, n'est-ce pas, avec la fédération des boxe de Londres pour essayer de voir les combats étaient fixés à quelle date. Exactement. Et maintenant, voir qu'est-ce que les boxeurs devaient avoir comme besoin. Libeller maintenant, ventiler plutôt les montants, c'est-à-dire logement autant, restauration autant, billets autant, frais d'entraînement dans des salles de sport autant, n'est-ce pas? Et un peu d'argent de poche pour l'équipe, ça demande autant. Et ça vous donne le montant total 100 000 dollars. Et c'est sur base de ça que les gouvernements devaient maintenant décaisser des fonds. Soit les gouvernements avaient, par les billets du ministère du Tourisme ou les billets du ministère des Affaires étrangères, pouvaient dire non, le ministère s'occupe pour la rapidité. On va joindre notre ambassadeur pour avoir les visas rapidement. Les logements, le ministère du Tourisme pouvait dire, comme nous sommes en contact, on s'occupe avec cette histoire des semaines touristiques, on va directement te loger dans tel toit, on décaisse l'argent. Et le reste pour ta restauration et tes frais de poche et d'entraînement, voilà. Ça n'a pas été fait. Libeller, frais de préparation, sans soubassement, et on décaisse ces fonds en procédure d'urgence. Et Nicolas Kazadi vous dit, on a décaissé ces fonds sur base de la clameur publique. Il vous accuse, vous, des journalistes négociés. Écoutez, bon, nous, les journalistes, je vais vous démontrer ici que Nicolas Kazadi, il dit que c'est vous. Je veux vous accuser, je vais vous démontrer ici que Nicolas Kazadi a menti à l'opinion. Il a menti à la nation. C'est vrai, Gauthier, c'est nous tous, nous avions essayé de mettre des pressions. Il y a eu clameur plus que la clameur des rames. Non. La communauté congolaise, éparpillée dans le monde, s'est levée pendant une période pour réclamer la suppression de cette taxe RAM et réclamer, n'est-ce pas, la restitution. Nicolas avait dit que cet argent des RAM n'était pas géré par son ministère. S'il vous plaît, c'est ce qu'il avait dit. Il fallait restituer cet argent. C'est ce qu'il avait dit. C'est l'argent qui est parti dans les trésors publics. Il ne gère pas l'argent de la fédération de boxe, mais il a décaissé en procédure d'urgence. Il y a plus clameur que les RAM, plutôt les RAM, il y a plus clameur que cette histoire de palissade. Non. Il n'y a pas longtemps, il y avait une clameur pour une question nationale de la CENI. Oui. Où on a demandé où les comités de la CENI
accusé Nicolas de bloquer, n'est-ce pas, les décaissements des fonds. Nicolas a débloqué des fonds parce qu'il y avait un différent à propos, n'est-ce pas, des livraisons de véhicules. Exactement. Nicolas voulait imposer son frère et Kazadi ne voulait pas l'aider. L'autre Kazadi, voilà. Et là, un autre Kazadi ne voulait pas, et il y a ces Kazadi qui voulaient imposer son frère pour qu'il puisse gagner ses marchés. Et il y a eu rétention, n'est-ce pas, de décaissement des fonds. Et il y a eu clameur de partout. Et les gens réclamaient des élections. Nicolas n'a pas cédé à cette clameur. Mais voilà, il vient céder à la clameur des Bakole, si c'est Bakole. Un fait privé. Faux. Monsieur Nicolas Kazadi, tu n'es pas à ta place. Dans un pays sérieux. Nicolas n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. C'est un ministre des Finances qu'on n'a jamais connu. Très léger. Allez-y voir cette compte. Allez-y sur son compte Twitter. Ce n'est pas une insulte. Quand je dis très léger, c'est-à-dire il verse, n'est-ce pas, dans des questions d'actualité qui ne les concernent pas. Un ministre des Finances, c'est un ministre technique. Il reste dans des chiffres, il reste, n'est-ce pas, dans la mobilisation des recettes. Mais va voir sur son compte Twitter, il parle de la politique active. Va suivre l'émission qu'il a fait avec Christian Lusakounou. Il parle même d'identification. Il parle même des questions d'élection. Dernièrement, il était chez les Soft. Il s'attaque au candidat président Matata Ponyo, comme si lui aussi était candidat président. Donc il est dans des futilités. On a l'impression d'avoir... Tout son temps ailleurs. On a l'impression d'avoir à la tête du ministère des Finances un secrétaire général d'un parti politique qui fait de la politique active. Mais écoutez, il faut voir des correspondances d'aller-retour entre lui et Matata. Des anciens amis qui ont été hier conseillers de Matungulu, qui se sont entrés dedans et ils se retrouvent aujourd'hui les anciens premiers ministres. Ils révèlent leur secret d'avoir instrumentalisé la justice pour qu'ils puissent bénéficier d'une parcelle pendant qu'il était de l'opposition et que le PPRD ne voulait pas et que Matata a pesé de son poids. Pour que nous puissions avoir cette parcelle-là, il a instrumentalisé la justice. Et voilà des gens à ce niveau des responsabilités. Et d'un côté, lui se réveille un matin, il donne 72 heures à Matata, d'éprouver les 20%. On est à plus d'une semaine et demie. Donc, Matata avait raison, c'est monsieur 20%. Apparemment, il avait raison. Parce que Matata l'a accusé d'avoir exigé 20% avant de lui payer. C'est que Matata avait refusé. Et aujourd'hui, Matata a saisi la Banque mondiale. Il a saisi la BAD, il a saisi les FMI. Il a saisi presque toutes ces institutions de Bretton Woods pour accuser, n'est-ce pas, les faiblesses dans la gestion de Nicolas Kazadi. Et il a même donné une leçon de gestion de finances où il lui dit dans ton secteur, il n'y a pas, n'est-ce pas, des structures de monitoring. C'est grave pour un ministère des Finances. Et lui, il se réveille un matin, il vous dit, tu as détourné autant de milliards. Et quand tu étais Premier ministre dans des dossiers bidons, notamment Bukangalouz. Voilà des accusations gratuites. Et ça, c'est les ministres. Si c'était Gauthier, une plainte allait suivre et j'allais envoyer en prison. Directement. Et là, il y a une confirmation. Il a confirmé que Matata a détourné $1 milliard de 2015 à 2016 quand il était ministre, Premier ministre. Mais Gauthier, c'est... Et là, le PG ne s'est pas saisi du dossier. Nicolas Kazadi est libre. Il continue dans ses querelles avec le secrétaire général de l'IDPS parce qu'ils sont en train de s'entrer dedans pour la circonscription de Miabi. Il y a Augustin qui va aller poster là-bas. Il y a lui aussi qui va aller poster à Miabi. Et comme il sait qu'ils sont en couteau tiré avec les CG, à la va-vite, ils vont créer un parti où il met à la tête son fils Ishak, autorité morale. On sait que tout ça, c'est pour fuir la sanction de l'IDPS qui risque de ne pas l'aligner comme candidat à Miabi. D'accord. Alors, mais Gauthier, c'est vous étant que journaliste, comment vous pourriez s'imaginer un ministre des Finances qui dit que désormais, tout va se passer par voie bancaire? C'est comme si la RDC a adhéré dans le système bancaire, mais non. Comment est-ce qu'il dit que non? Apparemment, c'est lui qui a intimé l'ordre que ces fonds puissent être décaissés de manière Mabokobank. Parce qu'il est dit que non. Une décision démesurée. D'ailleurs, il ne sait pas, il faut l'informer qu'il y a quelques années, ici, tout se passe à la banque. C'est ça, la bancarisation, les enseignants sont payés à la banque, les fonctionnaires sont payés à la banque. Il pense inventer. Pourtant, il n'a rien inventé. Il est en train de marcher sur les traces. Il s'est ridiculisé même. Pour moi, Nicolas Kazadi n'est pas à sa place. Je me pose toujours cette question. Était-il réellement expert au PNUD? Ou ces gens ici de l'Union sacrée? Non, la pression des gens, c'est un peu de perturber les ministres. Ne cesse de gonfler tout simplement les titres. Est-ce que c'était réellement un expert? Et il vous parle ici, il demande aux athlètes de se préparer, désormais tout passera par voie bancaire. Écoutez, des paiements de circonstances,
Ce ne sont pas des paiements réguliers. Exactement. Est-ce qu'il y a un paiement régulier que le gouvernement va commencer à payer à ses athlètes chaque fin du mois pour qu'il y ait des comptes salaires et les frais dus à ces gestions de comptes? Qui va commencer à payer ça? Parce qu'il faut attendre 1 an, 2 ans pour qu'il y ait championnat. Pour qu'il y ait, c'est pas moi, CAF ou CHAN, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et pour qu'il y ait des caissements de fonds. Et entre-temps, la banque sera en train de taxer. Exactement. L'intitulé du compte. Exactement. Et qui prendra en charge ses frais? Donc c'est un monsieur qui veut inventer quelque chose qui n'existera jamais. Qui ne maîtrise, apparemment il ne maîtriserait pas les contours. Dans quel pays avez-vous déjà vu les primes c'est payé par voie bancaire? Les primes sont spontanées. Les primes arrivent quand il y a des exploits. Les primes arrivent quand il y a des réalisations qui n'arrivent pas chaque jour. Et ce qui est ordinaire, c'est les salaires qui arrivent chaque fin du mois. Et les comptes salaires, on comprend. Ouais. Donc moi, je pense que ce que Nicolas est en train de demander, c'est tout simplement question de faire chier d'autres partenaires qui trouvent gênant. Il n'y a rien d'innovation, il n'y a rien de réforme, il y a autant de choses à faire. Il a des explications à nous donner. La présence de son épouse dans ces dossiers de la salubrité de la ville de Kinshasa. Son épouse est là, impliquée. Elle a une ONG créée à la va-vite qui s'occupe de la gestion de quelques communes. L'implication de son épouse dans la construction de ces 2 tours jumelles qui sont en face des affaires étrangères, qui a coûté 300 millions de dollars. Un marché donné à une entreprise turque, selon certaines sources, qui a été donné de gré à gré et que la procédure n'a pas été respectée. Il y a la présence de son épouse et de son fils. Donc je comprends et que ce marché a été aussi donné en procédure d'urgence. Certainement, il y avait pression. Merci beaucoup, Gossissé. Mais si on a un parlement sérieux, dès que la session de mars s'ouvre, Nicolas doit être sanctionné à titre d'exemple pour l'opprobre qui vient de jeter sur le gouvernement congolais qui aujourd'hui ne dirige, l'élite ne dirige plus, c'est la rue qui est en train de diriger la nation. Merci beaucoup Gauthier, mais on finit avec ces feuilletons de Nicolas Kazadi qui dit également, il avait dit également... Et ça on dira Gauthier provocateur, tout simplement parce que Gauthier a dit la vérité. Et ça on dira Gauthier taquin, il faut l'envoyer en prison parce qu'il dérange. Mes chers amis, Jimmy Kitenge est en prison. Il y en a qui continuent toujours, n'est-ce pas, ici à dénoncer et ici à éveiller le peuple. Gauthier ira en prison, Grammy qui ira en prison, il y aura d'autres journalistes, il y aura d'autres citoyens qui parleront et qui continueront à dénoncer. Donc je pense que ces intimidations-là n'ont pas la place, n'est-ce pas, au XXIe siècle. Mais Gauthier, il y avait une révélation qui établit clairement que la RDC actuellement a une dette au niveau international qui avoisine à peu près plus de 10 milliards. Là, Nicolas Kazadi dit qu'il n'y a pas un pays africain qui est aussi peu endetté que la RDC. Vous pensez que c'est vrai? Il devait aussi être honnête de dire que le pays qui n'est pas peu endetté comme la RDC, grâce à l'ancien Premier ministre Mouzito, qui a eu quand même à travailler sur voilà, cette histoire de dette antérieure. Il faut ici jeter des fleurs à celui qui a initié cette initiative et celui qui a travaillé pour avoir, n'est-ce pas, l'effacement de cette dette. Aujourd'hui, si on n'a pas assez de dettes, et c'est parce que tout simplement, et ils sont arrivés, ils ont commencé encore à s'endetter. Tout ce que nous sommes en train de toucher. Donc, ils ont recommencé à s'endetter. Ils ont recommencé à s'endetter de côté de FMI, côté là-bas. Et la preuve, déjà de plus de 10 milliards. Hein. Il y a assez de dettes. Et si Nicolas dit qu'on est peu endetté, oui, parce que hier, il y a Mouzito qui a travaillé, mais il faut dire qu'ils doivent aussi arrêter, n'est-ce pas, de continuer à s'endetter, parce que là, nous sommes sous le contrôle de l'IGF, le contrôle d'une patrouille financière qui permet à nos régies d'aller au-delà des assignations. Et on nous parle d'autant, et ils doivent travailler sur les dépassements. Arrêtez de faire les dépassements. Le mois de janvier, le dépassement est à 720 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et pourtant, la mobilisation à recette propre est à 520 millions de dollars. A justifié en disant que nous sommes en état de guerre et puis ça peut se comprendre en économie, en finance publique. Nous sommes en état de guerre, mais qui sont ces bénéficiaires? Ces soldats qui sont ils sont démoralisés. Ces soldats-là, leurs familles, leurs enfants ne vont pas à l'école. Écoutez, arrêtons de tomber dans ça. Moi, je pense qu'il faudra ici que l'IGF puisse aussi jeter un œil sur cette histoire de dépassement. C'est des trop. Chaque mois, il y a des dépassements. Et on ne peut pas, s'il y a trop de dépassements chaque mois, dans chaque question de dépassement, on sous-entend que ces gestionnaires-là ne gèrent pas bien. Ces gestionnaires-là n'arrivent pas, n'est-ce pas, à gérer les budgets qu'il est alloué.
ils vont toujours au-delà, donc ils ne font pas de bonnes prévisions. Ça, c'est aussi une incompétence dans les chefs des gestionnaires de ces institutions. Mais Gauthier, on reste un peu dans le sport. Hier, j'ai vu la FECOFA annuler la décision que l'équipe nationale devrait livrer son match au niveau des Cameroun. Après un tollé dans les réseaux, les gens estimaient que non, nous avons un stade ici, que les léopards peuvent utiliser. Il y a également des joueurs qui se sont levés, mais vous préférez. Et là, la FECOFA accuse son secrétaire général de prendre une décision unilatérale sans consulter les présidents intérimaires qui, son nom m'échappe. Et puis là, le secrétaire dit que non, c'est la décision de l'entraîneur qui n'a pas voulu s'assumer. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces dossiers? Nicolas nous a dit qu'il a agi par clameur, mais il y a une forte clameur réclamant la démission de Serge Condé pour son incompétence. Mais cette clameur-là, il ne voit pas. Et non, la clameur, c'était seulement pour décaisser les fonds de 100 000 $ pour un individu qui partait, n'est-ce pas, pour son propre combat privé. Moi, je considère que ce secteur-là pose beaucoup de problèmes. La solution commence par le départ de Serge Condé. Les départs de Serge Condé. Une incompétence notoire, une incompétence qui ne dit pas son nom, une immaturité, un amateurisme. Donc tout ça, c'est dans les chefs de Condé. Condé, n'est-ce pas, ici, il représente, n'est-ce pas, la médiocrité au vrai sens du mot dans la gestion de la République. Donc Condé doit commencer par partir. Si Condé part aujourd'hui, on a un ministre sérieux qui s'y connaît dans les secteurs des sports, qui a évolué dans l'une des disciplines de ces secteurs, pourra maintenant ici maintenir de l'ordre dans ces secteurs. Condé n'est pas respecté au niveau de la FECOFA. Aucune fédération ne respecte Condé. Aucune fédération ne se reconnaît en lui. C'est un affairiste, il a plus évolué dans des soins de carrés miniers et il est plus connu chez les Crézers. Et là, pour eux, c'est un inconnu. C'est un Crézer. Non, mais j'ai dit, il vit dans des soins des carrés miniers. Il deal plus avec des Crézers au niveau de Katanga. Et c'est ça son job. C'est un digne fils du Katanga, non? Un digne fils du Katanga, un transhumant du PPRD, qui hier était au PPRD pour ses intérêts d'affaires. Aujourd'hui, c'est un transhumant. C'est un transhumant, c'est un ancien PPRD. Je peux même vous envoyer certaines images où il est en train de chanter l'hymne du parti PPRD. Aujourd'hui, il a traversé tout simplement pour ses petits intérêts, entre guillemets, de carré minier, à l'est du côté Grand Katanga. Et c'est quelqu'un comme ça qu'on prend, on le pompe ministre des Sports, un secteur technique, où il faut quelqu'un qui a une certaine compréhension générale de chaque discipline. Exactement. Et quelqu'un qui arrive, qui ne maîtrise aucune discipline des sports. Dans sa tête, tout ça. Ni le football. Ni le football, ni les karatés, ni les boxe, tout ça, il ne maîtrise absolument rien. Conséquence, aucune fédération ne fonctionne normalement. J'apprendrai qu'il fait... La Linafoot ne marche pas. Un grand joueur, non? La Linafoot ne marche pas. Un grand quoi? Un grand joueur de football. Ah, boni bino beaucoup c'est ma cam. Yo ça donc on a connu dans ma colonie on a bêta balle. Yo ce mon atteint à stade un grand joueur de football qui a des matchs pendant que nous étions jeunes, il arrive au dernier match. Il serait parti très tôt comme Denis Kamba il avait fait. Exactement. Non, dans ma colonie on a sa bêta balle. Ah non, c'est un grand joueur. Non, moi je parle non, c'est Carbotika Konda Vanda. C'est un monsieur qu'il faut mettre de côté. Je considère que Condé est incompétent et que la solution du secteur des sports doit commencer par le départ de Condé. Et je me demande si tout se faisait par clameur. Il y a une forte clameur quand nous avions été éliminés au niveau de phase des poules. Au Chan, Condé devait déjà partir, mais il est toujours là. Et là, cette histoire d'homologation des stades, l'incompétence de Condé, vous prenez la Linafoot, vous prenez... toutes ces fédérations qui ne fonctionnent plus, il n'y a plus de combats, il n'y a plus de matchs, nos équipes ne sont plus en forme. Mais il est incompétent. Comment vous, en tant que ministre des secteurs, responsable de ces secteurs, vous faites, n'est-ce pas, ici, je ne sais pas moi, manipulé par certains ministres? Comment Kazadi peut avoir le courage de vous écrire, vous ministre d'un secteur, vous demandant, n'est-ce pas, de réduire le nombre de fédérations, de choisir quelques fédérations que lui pourra, n'est-ce pas, ici financer sans soubassement légal. Et pourtant, toutes ces fédérations ont été, n'est-ce pas, validées dans les conseils des ministres. Et c'est toujours ces ministres-là qui agissent sans soubassement. C'est toujours ces ministres-là, Nicolas Kazadi, qui agit sur base de ces rumeurs, qui agit sur base de ces humeurs, j'allais dire, et qu'on les laisse faire. Si nous avions connu un problème de stade, aujourd'hui, les gouvernements congolais n'étaient pas en mesure de donner des explications.
aux inspecteurs de la CAF à cause de l'immaturité de Condé. Condé est arrivé pendant qu'on l'attendait avec un retard d'1h30. Les inspecteurs allaient prendre l'avion. Il était venu. Il y avait une réunion qui était convoquée pour que les inspecteurs puissent faire, n'est-ce pas, part de leur mission au ministre de tutelle. Et pendant que les inspecteurs étaient déjà dans la salle des réunions et attendaient Condé, et le soir, ils devaient prendre l'avion, ils devaient rentrer à l'hôtel, se préparer et partir. Condé les a fait attendre pendant 1h30. Et ça, c'est un président d'un club qui me le dit, qui me révèle ça. Condé arrive avec un retard de 30 minutes et ce n'était plus possible, n'est-ce pas, ici, de parler de la question en détail. Il s'est fait qu'ils sont partis pour envoyer leurs conclusions après. Or, si Condé était arrivé à temps, il allait avoir le moyen de s'expliquer et de demander à ses inspecteurs d'accorder un moratoire, le temps qu'ils puissent, n'est-ce pas, ici, réhabiliter à nouveau les stades. Mais si on sanctionne, c'est à cause du retard de Condé. Quelque part, c'est dû aussi au retard du Condé parce qu'il n'a pas pu être là à temps pour, n'est-ce pas, se défendre, expliquer, donc faire les contradictoires avec les inspecteurs de la CAF. Et pendant qu'on l'attendait, lui faisait les JB piano. Pendant qu'on l'attendait, lui était chez lui là, il était en train de se maquiller. Venir toujours en retard. J'apprends même que même chez lui au bureau, il arrive toujours en retard. Il arrive toujours en retard. Donc, quand vous suivez les présidents des clubs de Ligue 2 qui ont arrêté les championnats, ils accusent toujours l'amateurisme. La Lina Foot, l'amateurisme. Tout ça. Donc moi je pense que la FECOFA n'est en train que de subir, n'est-ce pas, ici, les retombées de l'amateurisme au sommet du secteur des sports. Donc, et la FECOFA, j'apprends que là, il y a maintenant des camps. Il y a un camp pro Katumbi, il y a un camp pro les régimes. Non, les sports, le football, c'est le seul sport qui nous unit. Comment se sentiraient les Katangais en général quand ils apprennent que non, ils ont un stade qui peut accueillir les léopards et que le gouvernement a décidé que les léopards jouent au Congo-Brazzaville ici? C'est au Cameroun. C'est ce que je vous dis, là encore, c'est la rue qui dirige. Quel est le message qui passe à l'opinion? Là encore, vous avez, excusez-moi les termes, à la tête de certaines institutions, des hommes, des militants des partis politiques. Nous n'avions pas des hommes d'État. Un homme d'État n'agit pas comme ça. Un homme d'État agit suivant l'intérêt national, l'intérêt général. Mais là, vous avez des gens qui agissent pour des intérêts personnels. Il faut qu'on a punir Moïse Katumbi. C'est ça. Ce sont des émotions, des sentiments personnels. Or, un homme d'État agit, pense avec des sentiments. Un homme d'État agit pour la cause générale. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, les pays gagnent en allant jouer au Cameroun, pendant que ces matchs devaient se jouer à domicile? Je rappelle que c'est un discrédit que vous jetez sur les pays sans les savoir. Exactement. Donc moi je pense que les DCMP a perdu plus de 15 000 $ pour louer les stades au niveau de l'Angola. Mais les Congolais préfèrent donner les marchés, n'est-ce pas, à un expatrié au lieu de te donner toi son frère qui a la même expertise. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes complexés. Tout simplement parce que les DCMP a perdu 15 000 $. Tout simplement parce que les Congolais sont complexés et les Congolais aussi, ils ne croient pas, n'est-ce pas, au savoir-faire de son compatriote. Nous croyons toujours au savoir-faire de la peau ou des expatriés ou des étrangers. Et ce qui se passe au niveau du sport, je pense qu'il faut un ministre charismatique, un ministre capable de fédérer toutes les fédérations, capable de faire entendre sa voix. Et là, considéré comme un enfant, qu'on tire à gauche, qu'on tire à droite. Il n'a pas un mot à dire. Donc, je pense qu'à ce niveau, à ce niveau de responsabilité, il n'en a pas les épaules pour porter le poids. Sa place, qu'on le laisse aller faire ses affaires privées. Merci beaucoup Gauthier Sey. C'est vrai qu'on peut placer un mot sur ce contrat chinois avec les rapports de l'IGF, les propos également de l'ODEP. C'est vrai que là, je constate que la classe politique congolaise en général est d'accord que ces contrats, on doit révisiter. Mais il y a un bémol, Gauthier Sey, ces contrats, selon les informations, va jusqu'à 20 ans.
Maintenant, comment on pourrait faire? Est-ce dans ces clauses, il y avait une insiste que non, si avec l'évolution du contrat, si on constate que non, ça ne marche pas, on peut renégocier les contrats. Comment est-ce que ça peut se faire? Comment établir les responsabilités? C'est vrai que moi j'ai lu les contrats, les messieurs qui a discuté dans les camps de notre pays, c'est Pierre Lumbi, paix à son âme, décédé déjà. Il a fait tant que le ministre des Infrastructures à l'époque du gouvernement de Gizenga. Mais vous, comment est-ce que vous réagissez? Si on doit révisiter cet accord, ces contrats chinois, comment on doit faire? Aussi longtemps, l'IGF est en train de demander plus de 20 milliards parce que selon l'IGF, on a sous-évalué nos minéraux. Bon, je n'ai pas lu les contrats en entièreté, mais je pense qu'il y a toujours des clauses comme ça pour résilier un contrat. Il y a une période où les parties doivent se parler dans l'amiable. Si ça ne tient pas, il faut aller saisir les services, les juridictions compétentes. Je pense que ces clauses-là ne peuvent pas manquer dans un contrat sérieux. Mais pour ce qui est de ce contrat, c'est un bradage. On a bradé nos minéraux. Moi, je pense que la réaction de cette entreprise si commune prouve à suffisance qu'Alingeti a raison et il a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, ils ont accepté de payer 500 millions de dollars. Mais Alingeti dit qu'ils doivent payer des taxes de 1 milliard de dollars et que les 500 millions c'était insuffisant. Donc pour moi, je considère que coup de chapeau, bravo à Jules Alingeti qui est ici en train de faire un grand travail pour, n'est-ce pas, les dépenses publiques et les finances publiques. Donc ici, les dépenses sont aujourd'hui orientées, les dépenses sont aujourd'hui gibelées et aujourd'hui les caisses de l'État sont en train ici, n'est-ce pas, de faire des grandes économies et de faire, n'est-ce pas, ici, des grandes réalisations. Tout simplement parce qu'il y a un individu à la tête d'un service qui a imposé un système appelé aujourd'hui la patrouille financière, a priori, a posteriori, donc avant les décaissements et après les décaissements. Donc cette patrouille-là fait en sorte que le pays aujourd'hui est en train de récupérer, où le peuple aujourd'hui est informé, n'est-ce pas, de pertes qu'ils ont connues des années et des années. Aujourd'hui, on ne peut pas ici se voiler la face. Ces contrats chinois, c'est un bradage. Parce que quand vous voyez ce qu'ils se sont dit, c'est que les Chinois devaient faire pour la République démocratique du Congo. Et c'est qu'ils ont déjà gagné. Dans les peu d'années qu'ils ont exploité, ils sont à la hauteur de 10 milliards. Et pourtant, la République démocratique du Congo n'a gagné qu'en termes d'infrastructures 822 millions. Et ces infrastructures qui sont invisibles. Exactement. On ne veut pas de quelques cas exceptionnels. Ils ont ici accepté, les Chinois, de construire 5000 logements sociaux. Les Chinois ont accepté ici de construire les 2 barrages hydroélectriques à Katende et à Kobola. Ça n'a jamais été construit. Et pourtant, s'ils avaient construit ça, ça allait, n'est-ce pas, ici, générer des recettes. Parce que les entreprises, les investisseurs allaient venir, l'électricité, c'est le premier élément, n'est-ce pas, pour l'investissement dans un coin. Ça, ils n'ont jamais fait. Ils ont promis ici de construire 3700 km de rails. Tout ça dans la Kinshasa, rail Nyonso et Koufa. Ils ont promis de construire 145 centres de santé dans les 145 territoires, en raison d'un centre par territoire. Ça n'a jamais été fait. Ils ont promis de construire 31 hôpitaux de 150 lits, ce qui n'a jamais été fait. Aujourd'hui, il faudrait ici passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la réévaluation de ces contrats. Mais est-ce que nous avons des autorités dignes pour porter la voix de la RDC dans ces discussions pour, je pense que la présence de l'IGF déjà dans ces discussions, c'est déjà quelque chose. Mais on sait avec des détournements déjà qui se passent sous ces régimes, est-ce qu'on a toujours confiance? C'est vrai, ce qui se passe au niveau de ces régimes, avec ces régimes, ça ne sera pas les détournements, tout ça, c'est vrai, c'est un fléau qui est en train vraiment de gangréner la gestion du régime Tshisekedi. Mais d'un côté, il y a l'IGF qui est en train de se battre avec ces fléaux, qui travaille. Et le fait déjà de rendre public ces rapports, et je vous rappelle que l'IGF, c'est un service rattaché à la présidence. Je suppose que c'est rendu public avec le visa du chef de l'État. Et que le chef de l'État a un œil, et que les gouvernements, les conseils des ministres sont ici conduit par les chefs de l'État.
je pense que lui-même sera le premier défenseur de ces rapports. Et chercher à étouffer ou chercher à nager dans les jeux de ces Chinois qui ont détourné autant de milliards et que certains gestionnaires, certains ministres, certains, c'est pas moi qui tombe dans ces pièges-là, serait, n'est-ce pas, ici, jeter des discrédits sur cette République, parce que ces rapports est relayé par des médias internationaux. Aujourd'hui, toutes ces structures-là de lutte contre la corruption dans le monde ont un œil, n'est-ce pas, regardant sur ces rapports. Et ils attendent comment ces contrats seront réévalués. Et je vois aussi Al-Inguet n'est pas baisser les bras, il est au four et au moulin, et à la justice de se réveiller aussi. Et ici, je condamne les communiqués de porte-parole de l'ambassade de Chine, qui vient ici répondre avec beaucoup de légèreté un rapport chiffré avec chiffres à l'appui et venir ici et chercher à raconter sa vie sans brandir les chiffres, sans brandir des éléments contradictoires. Je pense que ces porte-paroles-là méritent d'être recadrés par le ministère des Affaires étrangères. Comme certaines opinions pensent que non, il pourrait y avoir une main noire, une main politique derrière cette enquête de Jules Alinguet. Et pourquoi depuis 2020 qu'il est là, si c'est 2021, il n'a rien fait sur cette enquête, sur ces dossiers, et venir en pleine année électorale pour brandir ça? Apparemment, une classe politique estime que non, c'est un coup politique pour essayer de discréditer un camp politique. Sans parti pris, mais je pense qu'il y avait des raisons pour que ça ne puisse pas évoluer il y a 2 ans, il y a 4 ans. Pourquoi? Parce que je me rappelle que jusqu'à fin 2022, si je ne me trompe pas, c'était toujours Moïse Ekanga qui était coordonnateur de ces grands projets. Et pourtant, Moïse Ekanga, c'est un inconditionnel de Joseph Kabila. Et c'était des témoins gênants qui ne pouvaient pas mettre à disposition de l'IGF tous les éléments, toutes les pièces pour permettre à l'IGF de mener ses enquêtes. Il a fallu commencer, n'est-ce pas, par changer les animateurs pour permettre aux inspecteurs de travailler dans des conditions acceptables. Donc ici, je considère que il n'y a pas de main politique. Il n'y a pas de main noire. C'était tout simplement une stratégie pour permettre, n'est-ce pas, à cette structure, à ces gestionnaires d'hier qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans les bradages de nos minéraux, de céder la place aux nouveaux gestionnaires qui pouvaient, n'est-ce pas, là, faciliter la tâche aux inspecteurs de mener les enquêtes et d'avoir à leur disposition toutes les pièces pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire du bon boulot. Parce que ici, les inspecteurs de l'IGF, ce ne sont pas des demi-dieux pour, n'est-ce pas, ici, s'imaginer des choses. Il faut mettre à leur disposition les pièces pour leur permettre de faire l'évaluation et suivre les cheminements de certains chiffres qui étaient avancés et qui étaient décaissés dans les différentes banques. D'accord. Moi, je salue également l'action de l'IGF parce que tout le monde décriait ces contrats où on voyait que la RDC a tout donné, mais les Chinois ne faisaient absolument rien. Beaucoup de promesses, mais en tout cas, pas de réalisations. Nous étions dupés et c'est ce que nous constations. Malheureusement, grâce à l'IGF, là, les dossiers ressurgissent encore. Il y a un rebondissement dans ces dossiers. Je pense que c'est une bonne affaire. Au-delà du rebondissement, les trésors publics vient ici de gagner 500 millions de dollars. Exactement. Donc c'est vraiment ici un travail qu'il faudra féliciter et que tout Congolais animé du bon sens, qui voit les choses de la bonne manière, qui voit les Congos être dirigés par des hommes intègres et les Congos se faire développer, ne peuvent que appuyer l'action de l'IGF. Écoutez, les bâtiments laissés par Mobutu, là où il y a l'hôpital cinquantenaire, parce que c'est depuis longtemps, c'est un projet laissé par Mobutu. Après des études, ils se sont dit, on ne peut pas construire un grand hôpital comme ça en face d'un camp militaire. C'est comme ça que ce projet-là a été abandonné. On vient réhabiliter un projet comme ça à 114 millions de dollars. Oui, c'est ça qu'on dit. 114, non, c'est dans les rapports de l'IGF. Quelle surfacturation? Les surplus là, on bénéficie à qui? On dit que c'est un grand hôpital. Moïse Ekanga doit des explications à la nation congolaise. On dit que c'est un grand hôpital avec des matériels ultra modernes. Un grand hôpital avec des matériels ultra modernes, mais mal placés. En face d'un camp politique. On a des malades là, d'un camp militaire, j'allais dire. On a des malades là, on a des gens dans des conditions gravement malades. Et imaginez-vous qu'il y a un affrontement. Qu'est-ce qui arrive?
On ne peut pas avoir un grand hôpital comme ça où il y aurait aussi des civils en face d'un camp militaire. Et aujourd'hui, moi, je pense que ceux qui doivent des explications à la nation congolaise, au-delà des gestionnaires qui étaient ministres, qui étaient, c'est pas moi qui, Moïse Ekanga est mieux placé d'informer l'opinion congolaise. Moïse Ekanga, pour avoir été coordonnateur, n'est-ce pas, de ces contrats chinois pendant autant d'années, pour avoir été ici, n'est-ce pas, coordonnateur de ces 5 chantiers chinois, qui a été à la base, n'est-ce pas, de ces différentes sorties de fonds, de ces différentes propositions des contrats d'avenant. Moïse Ekanga nous doit des explications. Il est temps ici que les PG de la Cour de cassation puissent, n'est-ce pas, ici, nous inviter Moïse Ekanga pour éclairer l'opinion. Et il pourra ici, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de certains compatriotes et de la justice congolaise. C'est vrai que ce sont des entreprises privées chinoises, mais est-ce que ça ne pourrait pas nous causer des ennuis avec la Chine, qui est notre partenaire? Non, mais si les gouvernements chinois prennent ça d'un mauvais œil, donc ils ne sont pas pour le développement du Congo. Parce qu'ils sont venus dans un contrat gagnant-gagnant où ils devaient gagner, où les Congos devaient aussi gagner. Et aujourd'hui, ces entreprises chinoises privées n'ont pas respecté, n'est-ce pas, les contrats signés avec la République démocratique du Congo. Donc il est de bon droit que les gouvernements congolais puissent demander la réévaluation. Et le gouvernement chinois, s'il est honnête, devra aussi suivre de près cette histoire. Et si ces entreprises privées se retrouvent, n'est-ce pas, dans cette mafia, et le gouvernement est aussi appelé à sanctionner pour, n'est-ce pas, ici, lutter contre la corruption qui est une bataille mondiale. Parce que c'est la corruption qui est en train ici, n'est-ce pas, de créer les terroristes, de créer toutes ces guerres, de créer tout ce que nous sommes en train de vivre comme les malheurs dans le monde. Merci beaucoup. À la corruption. Gauthier C, nous évoluons. Gauthier C, nous prenons la situation de l'Est parce que compatriotes à Est, tous nos compatriotes qui m'écrivent de l'Est, ça me va droit au cœur. Je suis très heureux de vous lire. Vos appels me font toujours du bien. Et Gauthier C, la situation de l'Est, il continue de s'enliser, mais on sent qu'il n'y a pas une solution très proche, quoi. Vous, comment est-ce que vous pourriez parler sur ces dossiers? On a vu les récents mini-sommets ici d'Addis Abeba, mais apparemment on répond toujours les mêmes résolutions qui ne donnent aucune solution, mais on les répond quand même. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que nous ne savons pas faire porter notre voix convenablement, ou bien il y a quoi au juste? C'est un complot? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'ai vu les résolutions, c'est pratiquement les mêmes résolutions du mini-sommet de Luanda, même résolution de Nairobi, rien ne change. À mon avis, on ne doit plus compter sur ces sommets-là. Pour moi, c'est une perte de temps. Et que les gouvernements congolais, les chefs d'État doivent perdre son temps parce que, comme vous venez de le dire, ce sont les mêmes résolutions. C'est le fait, on va agir. Et depuis les mini-sommets de Luanda, Nairobi, aujourd'hui, les déploiements, la force régionale, rien ne se passe et ces gens-là s'en foutent, ils continuent de frapper. Et ils sont allés plus loin jusqu'à tirer sur l'hélicoptère de la MONUSCO. Donc, jusqu'à ces stades, il n'y a pas encore de sanctions qui sont tombées. À mon avis, ces gouvernements doivent compter sur son peuple. Et partout ils sont en train de partir, ce sont les ennemis du Congo. Le président dit qu'il n'est pas en tout cas dans votre logique, c'est-à-dire que de faire la guerre, de compter sur nous, il faut... Mais il n'est pas dans la logique de faire la guerre, mais lui on lui fait la guerre. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont des compatriotes congolais. Peut-être qu'il n'a pas de frères, il n'a pas de soeurs de ce côté-là, mais il y en a qui perdent leurs frères et sœurs. Matin, midi, soir, ils sont en deuil. Nous avions Bounaganda plus de 200 jours entre le main des M23, Kiwanja, Rutshuru, autant de localités, Kishishi, autant de localités entre le main des M23. Ils font la loi. Il y a une monnaie étrangère qui se mange aujourd'hui sous les sols congolais. Ils ont tout ça, même des signaux de certaines radios qui traitent des radios complices. Donc moi je considère à ces stades que le gouvernement congolais doit travailler avec le peuple congolais. Comme l'avait dit Colette Brackman, je ne cesse de le répéter, le Congo n'aura pas d'amis et n'a pas d'amis sincères dans la sous-région et partout dans le monde. Tout simplement parce que nous sommes ici convoités par tous les pays du monde. Nous sommes richement bénis
partant de notre sous-sol, notre sol et partant aussi de notre démographie. Nous sommes un grand pays et que ces pays-là nous envient partant de notre démographie, partant de nos richesses et qu'ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Et pour ce faire, le gouvernement doit ici, n'est-ce pas, compter sur son peuple qui est le vrai ami du Congo. Et ce peuple, pour qu'on puisse compter sur ce peuple doit se retrouver dans la gestion du pays. Comment ces peuples doivent se retrouver dans la gestion du pays? Ces peuples doivent se sentir, n'est-ce pas, concernés dans la répartition équitable de nos richesses. Et que les richesses du Congo ne doivent pas simplement bénéficier à une famille politique. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Partant de l'ancien régime à ces régimes, il y a un clan, il y a un groupe de gens qui bénéficient de nos richesses, mais la grande partie de la population continue, n'est-ce pas, de souffrir, continue, n'est-ce pas, ici, de vivre dans des conditions inacceptables. Voilà comment la jeunesse congolaise s'est livrée. Plus de 100 000 nouvelles recrues. Ne nous appelez pas, écrivez s'il vous plaît. Prêts à aller, n'est-ce pas, sacrifier leur vie pour l'intégrité territoriale du pays. Au gouvernement congolais de mettre les moyens, que ces jeunes gens-là soient formés et que nos FARDC soient payés régulièrement, qu'il y ait des primes pour ces FARDC et qu'on achète ici, n'est-ce pas, des armes. C'est la notification depuis qu'on a levé, on ne sent pas... La notification de cette idée, la levée plutôt de notification des refus d'achat d'armes a été levée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre. J'ai entendu parler de 1 milliard ici par Nicolas Kazan. C'est 1 milliard qui est dans sa tête, mais dans la faisabilité, on ne le voit pas. Qu'on achète des armes avec 1,5 milliard. Qu'on achète des armes, qu'on prenne cet argent, qu'on mette ça, n'est-ce pas, dans des fonctionnements, n'est-ce pas, des forces armées. Et que cet argent, qu'on puisse donner des primes aux soldats qui sont au front, que cet argent, que les femmes et enfants des soldats qui sont restés dans des cités, dans des villes humaines, puissent bénéficier de cet argent, que les soldats ne soient pas dérangés, il est au front, mais la femme l'appelle pour lui dire, que la cité. Que la femme l'appelle pour lui dire, il y a une semaine. Il est automatiquement démoralisé. Voilà, qu'on organise, n'est-ce pas, un cadre pour les soins des enfants des soldats, les femmes de ces soldats-là, la prise en charge de ces soldats au front, les munitions, et qu'on aille au front, qu'on affronte l'ennemi. Mais DG, Gauthier, est-ce que nos autorités sont conscientes de tout ça? Moi, j'ai les différents en tout cas. Très passé. Je ne sens pas que nos autorités sont conscientes de la situation. Moi, je reçois des messages matin, midi, soir sur ce qui se passe à l'Est. Et actuellement, Goma est asphyxié. Les gens me le disent que Goma est asphyxié. Tous les territoires qui desservent pratiquement Goma est bloqué et en otage. Là maintenant c'est pratiquement un blocus au niveau de Goma. Goma est asphyxié. Effectivement, c'est une grande ville économique et aujourd'hui il faut vous dire qu'il y a autant de déplacés parce qu'ils se sentent menacés à tout moment et que ces terroristes là de M23 ne cessent de menacer. Nous sommes à 5 km, nous sommes à 10 km, il n'y a pas longtemps ils étaient à 15 km et on ne sait pas aujourd'hui ils sont à combien de kilomètres et que les activités ne fonctionne plus normalement, la ville elle est asphyxiée, abandonnée et la population ne cesse d'alerter EAC égale Rwanda égale M23. Il y a une forte clameur de ces côtés-là réclamant le départ de EAC. Ils considèrent que EAC est en train de, n'est-ce pas, de faciliter les M23 à gagner certaines localités. Mais là, la clameur nous ne sommes pas dans la logique de quitter l'EAC. Il y a une clameur. Si réellement on agissait par clameur, de Nicolas Kazan, voilà une autre clameur. Dis à ton président qu'il y a une clameur, on veut ici, l'EAC veut que, n'est-ce pas, et la population de Goma veut qu'on puisse quitter l'EAC. C'est une clameur aussi, Nicolas Kazan. C'est une clameur. Et là, Nicolas Kazan ne voit pas cette clameur. Il n'interpelle pas les chefs de l'État. Donc, ici, la question, nos autorités sont ailleurs. Nos autorités sont dans des décaissements d'urgence de 100 000 $. Pour quel intérêt, je ne sais pas. Nos autorités sont dans des décaissements d'urgence de 300 millions de $ pour construire des tours jumelles, là où on retrouve les femmes et enfants. Nos autorités sont dans des décaissements, n'est-ce pas, des fonds, 41 400 000 $ qu'ils détournent pour construire les universités à Mbujimaï, des routes à Kananga vers Mbujimaï qui détournent. C'est ce qui les concerne. C'est ce qui leur intéresse. Mais là où il y a mort en vue humaine, ils sont déconnectés, désintéressés. Et quand vous voyez même la manière dont ces autorités vivent, quand vous voyez les comportements, c'est comme si le pays n'était pas en guerre. C'est ça les problèmes. Et c'est la cour douce, comme si tout allait bien en République démocratique du Congo. Ils prennent champagne matin, midi, soir. Ils arrivent avec un retard d'1h30 pour s'adresser aux inspecteurs parce qu'ils dormaient encore. Vraiment, ils prennent des jets privés. Ils sont dans des restaurants
hyper luxueux, ils sont dans des futilités. On a l'impression que le pays allait mieux. Et pourtant, nous sommes en guerre. Un pays dans un état de guerre a un comportement. Et ce comportement-là est imposé par les dirigeants. Mais malheureusement, nos dirigeants sont distraits. Et le peuple est aussi abandonné. Il ne sait pas quelle allure, quel comportement prendre vis-à-vis des menaces de l'ennemi. Merci beaucoup, Gossessé. On finirait par la CENI. Il y a une déclaration de Moïse Katumbi également de Fayoulou qui constate qu'il y a plus de machines d'inscription au Kasaï que dans d'autres régions plus peuplées comme les Katanga. On constate que la CENI serait en train de privilégier des territoires, soit des provinces, pour ces régimes. Je suis d'accord avec l'interpellation de Moïse Katumbi, mais je condamne sa conclusion où il dit plus de machines au Kasaï, moins au Katanga, alors que ces machines ont été achetées avec l'argent du Katanga. Je considère que c'est un langage un peu tribal, un langage séparatiste qui n'a pas sa place dans ces grands Congos. Ça, nous déplorons ça tous. Nous ne pouvions pas accepter qu'on puisse ici privilégier un seul coin du pays. Hier, l'IDPS dans l'opposition, avec Félix Tshisekedi comme président, ils ont dénoncé cela, que les machines allaient plus à l'est, les machines allaient plus au Katanga. Aujourd'hui, ils arrivent, ils reprennent les mêmes erreurs de Tshisekedi, de Kabila, les mêmes erreurs de Corneille Nangaa. Je considère que nous n'avions pas encore des hommes d'État dans ces pays. Nous avions des gens qui militent pour leurs propres intérêts et des gens qui militent pour leurs propres égaux. Et une fois aux affaires, les cas de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mbata, qui hier ici était au four et au moulin pour contredire Bochat, aujourd'hui il est là, au lieu de vendre les mêmes valeurs qui l'ont conduit là, il tombe dans les anti-valeurs qu'il a combattues hier chez Bochat. Vous avez aujourd'hui ici Denis Kadima qu'on nous a présenté comme expert en matière électorale, qu'on pensait venir corriger Nangaa, qu'on pensait venir corriger Malumal. Malheureusement, il tombe dans les mêmes pièges et il descend trop bas, plus que même Nangaa. Et j'ai vu un accident d'un convoi d'un député national kassaïen qui part au Kasaï avec des bulletins, mon cher ami. Le bulletin de la CENI dans un convoi privé d'un élu. Donc, il faut s'attendre aujourd'hui à des centres privés de certains députés militaires de l'Union sacrée. Parce que ce que nous avions vu là, les bulletins, une machine à voter, la CENI dans un convoi privé, une personne qui ça allait au Kasaï. Donc, il y aura des députés kassaïens, si je ne me... permettez-moi ces termes, qui aura un bureau de vote privé. Et Denis Kadima nous doit des explications. Comment s'est retrouvé les bulletins et la machine de vote dans les convois de ces députés de l'Union sacrée kassaïen? Mais c'est à Denis Kadima. Aussi longtemps, nous tous, nous savons la société qui fabrique ces matériels, c'est connu, c'est Mirou, un système au niveau de la Corée, non? Est-ce qu'on ne peut pas, une personne, un individu ne peut pas aller là-bas et faire une commande de ces kits? Mais mon cher ami, comment un c'est interdit là-bas? Comment un individu va aller faire la commande? Non, mais ces machines-là sont vendues, commandées, n'est-ce pas, expresso, par la CENI. RDC. C'est interdit. Et là, ces machines-là sont marquées CENI RDC. Donc, c'est une exclusivité de la CENI. Donc, il n'y a personne qui peut aller acheter ça. Donc, si une personne se retrouve avec ça, là, c'est de la CENI. Et supposons, allons-y même dans l'hypothèse où il y a un député, il y a quelqu'un qui a vendu. Et là, nous alertons Kenny Kadima. Nous attendons la réaction de Kadima. Exactement. Il y a des initiales de la CENI qu'un individu ne peut pas voir. Seule la CENI a ses initiales. Exactement. Donc, je considère ici qu'il y a ici favoritisme et que Denis Kadima est tenté de favoriser certains députés parce qu'ils seraient de l'Union sacrée. Et si ces histoires-là, ce sont des faits privés, nous attendons ici la réaction du bureau Kadima pour ici retentir la vérité. Il y a ce qu'on appelle des puces dans ces machines-là, c'est-à-dire que des puces-là, c'est proprement CENI RDC
enfin c'est plus sont pratiquement fabriqués sur base pour ne répondre que lorsque la CENI utilise pas une autre personne, mais ça se retrouve chez les autres personnes. Cela, je réitère ma position. Les élections dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023 sont inimaginable, difficile, je ne dirais même pas hypothétique, parce que la CENI ne remplit pas de conditions, ni sur le plan technique, ni sur le plan financier, et ce qu'ils sont en train de faire, il faut voir même la qualité de la carte. Donc vous voyez des gens qui savent que cette carte c'est pour une courte durée, ils vont reprendre la procédure, et c'est pour justifier certainement les fonds, les 400 millions qu'ils ont encaissés, et il faut les justifier. Et pour les justifier, il faut faire un semblant d'enrôler des gens, mais alors que consciemment, on sait que les élections sont inimaginables, il y a autant de conflits, l'insécurité, donc tout ça, ce sont des raisons, des contraintes qui ne permettront pas à la CENI d'organiser des élections, parce que je ne vois pas la raison pour laquelle la CENI pourra organiser des élections sans Bounanganda, sans Kiwanja, et si longtemps qu'ils ont droit de voter, et c'est leur droit le plus légitime. Gauthier, on finit, nous sommes à la fin, votre voix porte également. Il y a ce qui se passe actuellement qui ne plaît pas à plusieurs personnes. Des femmes sont actuellement maltraitées. Nous avions vu une femme dont un magistrat monté avec son pied dessus. On voit des femmes tabassées au niveau des Salamabila, un peu comme ça, au niveau des Kindu. Comment vous réagissez face à ces actions qui montent un peu plus? Pas seulement les femmes. Même les hommes. Oh, il y a également des hommes. Il y a des hommes qui sont maltraités. Aujourd'hui, il y a des hommes puissants, des nouveaux riches qui règlent les comptes à tout le monde, aux anciens copains, aux anciennes copines. Et parce qu'il y a un différent. Il y a 10 ans, quand il était pauvre, il n'avait pas la possibilité de régler des comptes. Aujourd'hui, il est magistrat. Aujourd'hui, il est DG. Il est ministre. Il a les moyens de l'État. Et il exerce, n'est-ce pas, une influence au niveau des instances judiciaires, au niveau de la police, au niveau des services d'intelligence, pour tout simplement régler des comptes, maltraiter son compatriote. Et ça, ce sont des choses que nous avions condamnées hier. Des violations des droits humains, ça s'est fait aujourd'hui partout. Ça s'est fait aujourd'hui partout. Et moi-même qui n'étais pas, j'en suis victime. Il y a un certain DG, parce qu'aujourd'hui, il a les moyens de l'État, il essaie d'exercer une fonction. Et si je suis en train de résister, tout simplement parce que je suis un homme public, parce que j'ai votre appui, j'ai l'appui de certains confrères, et ça ne peut pas se faire de cette manière. Donc, je pense que d'un citoyen lambda qui n'est pas connu. C'est ça. Et ce qui s'est passé avec la dame là, un magistrat, un magistrat qui a fait ça, ce magistrat-là doit être radié. Il doit être radié à titre d'exemple pour, n'est-ce pas, prêcher d'exemple. Mais jusqu'à présent, on sent la lenteur. C'est vrai que j'aurais appris que non, qu'il serait déjà aux arrêts, mais on sait. On sent la lenteur, et c'est là aussi j'appelle la magistrature suprême, mais plutôt les conseils de la magistrature, de se saisir de ces dossiers. Il doit y avoir une action disciplinaire. On en parle partout dans le monde, je vous dis. Moi, j'ai vu ça, c'est l'Ouest africain. Il faut ici qu'une action disciplinaire puisse s'ouvrir. Les magistrats ici sont devenus des demi-diés. Comme l'avait dit madame l'ancienne présidente de l'Assemblée, la République des juges. Aujourd'hui, ce sont les juges qui font la loi. Ils violent même ils violent tout. Ils violent même les lois, ils violent des principes au nom, n'est-ce pas, des pots de vin. Il est temps quand même que les conseils de magistrature puissent se réveiller, que les sanctions puissent revenir et que ces magistrats-là soient recyclés. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Donc, je pense que les ONG ne font pas aussi leur travail. Les ONG qui ont travaillé hier, avec qui nous avions quand même mené ces combats, les autres sont devenus aujourd'hui des chantres du régime. Je n'ai pas vu un communiqué. Ils sont devenus aujourd'hui des chantres du régime, notamment Nouvelle Société Civile, ACAJ, les doyens que j'ai beaucoup soutenus, Ngoy, Christopher Ngoy. Malheureusement, ils sont silencieux aujourd'hui. Je me pose la question tout simplement parce qu'ils sont d'un seul coin linguistique. C'est ce qui fait qu'ils puissent garder silence, ou simplement aujourd'hui parce qu'ils se retrouvent dans la gestion. Parce que le même grief reproché hier par les régimes Kabila, c'est le même grief qu'on retrouve aujourd'hui. Les violations des droits humains, les détournements, la mégestion, les clientélismes, les népotismes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et je me demande pourquoi ils sont calmes aujourd'hui. Pourquoi ils ne font plus de déclarations. Pourquoi ils ne font plus de communiqués. J'en appelle ici à Kaj, à Christopher Moy, à Jonas Chombela de se réveiller, à KTD de se réveiller, de revenir au bon sens.
Le combat qui a fait deux célèbres aujourd'hui, ce combat-là n'est pas encore fini. Le même grief, le même péché du régime Kabila continue sous Tshisekedi, qui ne tombe pas, n'est-ce pas, ici dans les sentiments du coin linguistique. Mais Gauthier, on finit en tout cas, là c'est la dernière. On parle également de l'ami, du frère qui était avec nous, Manik Sienda, qui jusqu'à présent, selon les dernières informations, selon les informations de sa femme, il serait au niveau de l'ANER, 3 Zoulou comme on dit, et 3 Z. Jusqu'à présent, celle sa femme qui l'a visité m'ont dit que c'est dans des courtes minutes, des 3 minutes comme ça. Alors voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que des femmes qui sont en train de subir cette injustice, même des hommes. Un paisible citoyen, peur des familles, avec une adresse connue, sa fuite n'est pas à craindre, parce qu'il n'en a même pas les moyens. Exactement. Et vous les prenez, vous allez le mettre dans un cachot clandestin, c'est que le chef de l'État a condamné hier, et aussitôt pris les pouvoirs, il a demandé la fermeture de ces cachots. Pas la promesse, le président a exigé la fermeture. La fermeture de tous ces cachots clandestins, mais l'ANER continue à garder des gens près d'1 mois, 2 mois. C'est grave. Et là, il ne sait même pas pourquoi il est là. Jusqu'à présent. Ni sa femme ne sait. Et je ne vois pas la gravité des propos tenus par Manik Sienda pour qu'il soit maintenu jusqu'à ce jour au niveau de l'année, près d'1 mois. Et je ne vois pas de sa femme, de son enfant. Je ne vois pas quel danger il représente pour ces grands Congos. Je demande aux autorités compétentes de les transférer auprès de son juge naturel. Afin qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Et cette façon de faire, ça ne fait pas avancer la République. La justice élève une nation. Mais une justice empochée, une justice instrumentalisée, une justice, n'est-ce pas, qui travaille sur base des humains, des hommes forts, des puissants, ne fera que régresser plutôt la nation. Merci beaucoup Gauthier Sey. J'ai réservé pour vous les DG de Netic News. C'en est fini pour aujourd'hui. On a parlé de plusieurs points. Force à toi Manix, d'où tu es. Je sais la douleur de la femme, la douleur de l'enfant. Moi également ça m'a fait énormément. J'étais avec lui ici également, je l'ai recevé. On s'est fréquenté très souvent, on parlait projet politique, on parlait de tout. Mais aujourd'hui, on ne sait pas parler avec l'ami. Son seul péché, c'est parce qu'il passe ici à la télé, il dénonce. Manix. Manix dénonce boy, dénonce boy. Manix azakuna. La population également, quand vous l'appeliez député de la rue, c'était parce que vous défendez. Merci à Louison, merci à Belgodor. Force également à Peter Tiani, les DG des Perfect. Et face à ce qui se passe au niveau de l'UNPC, nous disons à l'UNPC, c'est notre structure, notre organe de régulation, mais nous vous tenons à l'œil. Parce que Peter Tiani a déjà une sanction d'1 mois et qui s'achève déjà. Et là, vous voudriez en tout cas essayer un peu de faire encore si c'est quoi là. Je pense que. Même fait, on veut juger la personne doublement. Et sanctionner la personne doublement, c'est quand même grave. Moi quand j'ai dit Kaboulou, Ramambouya Bouya, Assad Bisso Boye Kabouya, Kaboulou plutôt. Boye Ramamba Bouya. Jusqu'à présent, même l'argent de la femme de Bouya, il appelle ça Kenda Kabouya. La suite on ne sait pas. Il y a une PC. Merci beaucoup. Ça va finir pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Relais YouTube Peter Tiani RDC. La diffusion, vous savez, nos heures habituelles. Je suis Glamic Legon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.